Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 123e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décrypte, décortique et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 20 juin, il est exactement 11h et nous allons parler aujourd'hui de classe 40 à une semaine pile du départ de la course en double Les Sables Horta qui s'élance le 27 juin des Sables d'Olonne pour un aller-retour avec escale vers les Açores. 18 duos sont inscrits, parmi lesquels on va trouver nos 3 invités du jour. Le premier, le skipper Damaris. Il sera secondé sur les Sables Horta par Gilles Damaé. Il s'agit bien évidemment d'Achille Nebou qui est du côté de Lorient. Salut Achille. Salut Axel, salut à tous. Le second épaule cette année sur le circuit classe 40, Aurélien Ducrot à bord de Crosscall, c'est Vincent Rioux qui est chez lui à Loctudie. Salut Vincent. Bonjour. Le troisième est à la fois navigateur et constructeur de bateaux. Il co-dirige avec son frère Paul le chantier Structure qui a notamment fabriqué le Pogo S4 à bord duquel il disputera la première étape des Sables Horta aux côtés de Xavier Macaire. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Tanguy Bouroulec qui est du côté de Combrit au chantier. Salut Tanguy. Salut à tous. Eh bien, messieurs, avant de parler des Sables Horta, on va peut-être faire d'abord un retour sur la CIC Normandie Channel Race qui nous aura tenu en haleine début juin avec une régate très intense de presque une semaine entre Manche et Mer Celtique qui aura finalement souri au duo Ambrogio Beccaria-Kevin Bloch, vainqueur sur le plan Gelfi à la Grande Pirelli, devant le tenant du titre Crédit Mutuel mené par Yann Lipinski et Antoine Carpentier. Le podium étant complété par Fabien Delahaye et Corentin Douguet sur un Mac 45 loué pour l'occasion puisque Fabien Delahaye recevra son Lift V2 signé Lombard à la fin de l'été. 2 de nos 3 invités étaient de la partie, Achille qui a été malheureusement pour lui contraint à l'abandon, on va y revenir avec toi Achille, et donc Vincent Rioux, tu as pris la 9e place avec Aurélien Ducrot. On va peut-être commencer par toi Vincent, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette course qui a visiblement été bien sportive pour les duos en lice? Ouais, effectivement, on a eu la chance d'avoir des conditions météo intéressantes, hein. Du coup, on a vu les bateaux un petit peu à toutes les allures. Ça nous a permis de faire une belle régate, hein. Le format de cette Normandie Channel Race, il est juste incroyable, hein. Ça ressemble un peu à une double étape de la Solitaire du Figaro, avec un plateau très relevé et pas mal d'embûches sur le chemin. Donc, bravo aux vainqueurs. Il fallait être bon tout du long et complet pour réussir à gagner une course comme celle-là. Et comment ça s'est passé, toi, avec Aurélien sur Crosscall? Nous, ça s'est globalement très bien passé, hein. On a quelques petits soucis. On remet le bateau en route suite à un dématage qui a eu lieu pendant la route du Rhum l'année dernière. Voilà, on a eu du mal à trouver nos marques en termes de vitesse, en termes de navigation, ça s'est super bien passé. En termes d'entente et de coordination, c'était plutôt assez génial. Maintenant, voilà, on a encore un peu de boulot à faire, je pense, dans les réglages du bateau, les réglages du mât qu'on est en train de découvrir parce que c'est un nouveau type de gréement et d'ailleurs, on va naviguer cet après-midi parce que la prochaine course arrive vite et que, les choses s'enchaînent rapidement et que si on veut progresser, il faut bosser un petit peu entre les épreuves.
Ça a été une course avec des conditions assez engagées. Ça a été une course dure pour toi, Vincent, ou toi qui est quand même habitué à ce style de parcours, c'est un peu la routine? Bon, dur, c'est pas tout à fait le mot, hein. Il y a eu un peu de vent au près en rentrant, après le début de course, était super sympa. On a fait, du reaching, après on a fait du portant, en manche, on s'est fait une petite, une petite session de pétole à Lensend pour se rappeler un petit peu, comment fonctionne le courant et puis non, globalement, les conditions étaient pas elles étaient intenses, c'est-à-dire qu'il y a pas eu, à part le petit coup de pétole, à Lensend, il y a pas eu beaucoup de breaks. Maintenant, c'était pas extrême, mais voilà, il fallait être capable de dérouler pendant 5 jours et sur des allures différentes avec, à chaque fois des positionnements et des choix à faire, donc c'est là qu'il fallait être bon et je pense que la difficulté, elle était plutôt dans l'enchaînement que dans les conditions rencontrées. Achille, toi, malheureusement, comme je disais en introduction, vous avez été contraint à l'abandon avec Gilda. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre début de course et finalement les circonstances qui vous ont conduit à arrêter la course et à faire route vers Lorient? Bah ouais, ça a été une bonne déception d'abandonner cette course qui est vraiment super et qui est quand même une des belles courses de la saison. Donc voilà, c'était mon premier abandon personnel, donc c'est toujours un peu difficile à digérer, mais je crois que voilà, il faut une première chose à tout. Mais en tout cas, on était super contents de notre début de course. Une très très bonne vitesse au reaching après le départ. Voilà, on a tardé un petit peu à mettre le Jennaker pour aller aux îles Saint-Marcouf. Parce que voilà, on cherche encore un peu le rythme qu'il faut mettre à bord sur ces classes 40 et finalement on se rend compte que ça se rapproche vraiment beaucoup du rythme qu'on met en Figaro. En tout cas, voilà, les meilleurs tirent vraiment dessus. Du coup, je pense qu'il faut pas hésiter à changer de voile rapidement et voilà, à utiliser les bateaux vraiment à leur maximum. Donc on découvre encore un peu ça avec Gilda. Mais ensuite, toute la remontée vers l'île de Wight, voilà, on était vraiment super rapide. On est très très à l'aise au reaching et ça c'est une vraie arme de notre bateau. Donc on était troisième au niveau de l'île de Wight et pendant le contournement. Et donc voilà, c'était un endroit assez technique, hein. On était de nuit, pas mal d'empannage à faire, des bouées un peu partout dans le chenal, pas mal de courant. Et donc on a été très vigilant tout le contournement du chenal. Et en fait, une fois qu'on a passé la dernière pointe aux shingles, bah voilà, on a été un petit peu moins vigilant peut-être. On est tombé dans une zone de pétole sous le dévent de la pointe. On s'est fait doubler juste par Xavier Macaire qui s'est mis juste devant nous. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui font que qu'on n'a pas vu la dernière bouée de chenal, une bouée rouge, et qu'on a tapé sur le côté parce qu'on marchait un peu en crabe avec le courant. Donc voilà, un ensemble de paramètres qui font qu'on a fait cette erreur-là et qui nous a coûté cher parce qu'on s'en sort vraiment bien au niveau structurel du bateau, mais par contre on a déchiré le SPI dans l'histoire et les architectes était pas très chaud qu'on continue dans du vent fort au pré là la fin de course avec le bateau dans cet état-là. Donc voilà, on a décidé d'abandonner après le grand bord de portant vers la Land End qu'on voulait absolument faire parce que voilà, on n'en a pas fait tant que ça sur le bateau, mais ensuite il nous semblait plus raisonnable de rentrer à Lorient avant le coup de vent et de pouvoir réparer dans de bonnes conditions et être au départ des Sables Horta dans une semaine. Donc voilà, maintenant c'est digéré, on a réparé le bateau et on a remis à l'eau hier et on est vraiment très très motivé pour prendre notre revanche sur cette prochaine course qui arrive et qui va être super, je pense. Réparer le bateau, qu'est-ce qui était endommagé concrètement? En fait, il y a eu deux zones d'impact devant le haubans. Donc une première devant le haubans, donc il y avait un petit enfoncement de mousse. Et dans notre malheur, on a eu la chance de taper pile au niveau d'une cloison dans le bateau. Donc voilà, ça a pas traversé et la cloison a bien amorti le choc et a fait son boulot. Donc voilà, c'était juste remplacer un peu la mousse sur quelques endroits et refaire un peu de strat. Ce qui était un petit peu plus embêtant, c'est qu'ensuite le bateau a frotté sur la boue au niveau du bouchin, donc qui est l'angle sous la coque et donc les peaux extérieures étaient un peu abîmées et c'est ça qui aurait pu peut-être s'aggraver sur une navigation au pré dans de la mer pendant longtemps. Donc c'est rien de grave au niveau structurel, mais c'est un petit peu compliqué à réparer pour garder la forme de ce bouchin qui est importante. Donc voilà, ça a été le plus gros boulot, mais finalement là ça a été super bien fait. On a finalement eu un peu de temps pour le faire, c'était pas trop le rush et donc on a fait ça bien. Donc voilà, le bateau est de retour à 100% de son potentiel et ça c'est chouette.
Tanguy, toi, tu n'étais pas en mer sur cette CIC Normandie Channel Race, mais on imagine que, en tant que co-dirigeant du chantier structure qui construit les Pogo S4, tu as suivi ça de près. Quel est un peu ton regard extérieur sur cette course? Ah bah oui, clairement, j'étais un peu accro à la carto durant cette course. Du coup, nous c'était intéressant parce qu'il y avait Xavier qui naviguait avec la nouvelle quille, la quille V2 qu'on a mis sur certains 40 S4. Et du coup, il s'avère que au portant, en tout cas, il était toujours aussi à l'aise. Il arrive premier à l'Ensen. Après, ça a été un peu, on voyait sur la carto que c'était un passage compliqué, qui a d'ailleurs été très important dans la course, vu de l'extérieur, cette négociation à l'Ensen. Et ensuite, il y avait d'autres S4, il y avait les jeunes Allemands là qui ont fait une belle course, qui était si je dis pas de bêtises, leur première course en classe 40. Donc ils font 9e, ils ont bien navigué. Et ensuite Xavier a eu des petits soucis, donc il a dû abandonner la course. Mais on a des très bons retours avec Xavier de cette nouvelle quille, donc on a gommé le petit défaut du bateau qui était du près dans du médium, et là il a pu se comparer un peu aux autres bateaux et il était satisfait, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, tu peux nous expliquer pourquoi il a été contraint à l'abandon, Xavier? Et il a cassé son hook de J2, et il y a le hook, il y a la pièce qui a cassé net, et du coup ils étaient pas avec la bonne toile au près au retour là, et donc ils perdaient du terrain, c'était c'était plus dur pour le bateau, et ensuite ils ont eu un petit souci sur le ballast, mais qui est réglé depuis. Mais voilà, c'est la double, déjà ils pouvaient plus se battre dans les premiers avec leur hook, et du coup avec la petite fuite de ballast, ils ont décidé de rentrer pour réparer ça proprement, pour pour la prochaine course, quoi. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu, vous avez fait pas mal de modifications sur ce Pogo S4, mais tu parlais de V2 même, pendant l'été pendant l'hiver, pardon, suite à la route du Rhum. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez proposé aux différents skippers qui avaient déjà leur bateau, pour améliorer, j'imagine, les performances du bateau, et ce qui avait été un petit peu abîmé, si je me souviens bien, pour certains, sur la route du Rhum? Ouais, bah voilà, on voit bien que cette nouvelle génération de classe 40, ils ont quand même des efforts très importants, structurellement, c'est quand même costaud sur cette nouvelle génération. Donc ouais, il y avait Xavier qui avait eu quelques petits soucis sur la route du Rhum. Donc à la suite de la route du Rhum, on a travaillé cet hiver avec les archis pour modifier un peu la structure. C'est quelque chose qu'on a changé sur les nouveaux bateaux qui vont sortir, mais c'est un kit qu'on a proposé aux bateaux existants pour modifier cette structure. Et on en a profité pour, sur le chantier d'hiver, bosser vraiment sur une nouvelle quille, parce qu'on avait ce petit défaut auprès là qui était embêtant, parce que pour gagner des courses, faut quand même un bateau qui est très polyvalent. Donc on avait ce petit manque auprès dans du médium. Et du coup, voilà, on a travaillé sur une nouvelle quille, avec un nouveau profil, et qui est pas exactement au même endroit sur le bateau. Et pour gommer ce petit défaut, et ce qui était important, c'est de réussir à gommer ce défaut sans interférer sur les grandes qualités du bateau au portant. Et là, sur la Normandie, on a vu que ça marchait bien, donc c'est bien. Vincent, toi, tu as navigué justement l'année dernière sur un Pogo S4 avec Jean Galfion. Tu es cette année sur un lift V2. Je crois que c'était le premier lift V2 mis à l'eau, celui d'Aurélien Ducrot Crosscall, qui a été mis à l'eau en 2021. Et est-ce que tu notes des performances notables entre les différents plans? Bah, disons que c'est assez sympa comme classe parce qu'au final, chacun a ses points forts. Donc, selon les différentes allures rencontrées, il y a des bateaux qui dominent plus ou moins en termes de vitesse. Mais au final, la flotte reste quand même assez homogène parce que, ben, quand les carènes sont optimisées pour être plus rapides au portant, elles sont peut-être un peu moins rapides au reaching. Et quand sur l'ensemble d'une course, par exemple, comme la Normandie Channel Race où on a rencontré à peu près toutes les allures, bah, ça change pas grand-chose, quoi. À la fin de l'histoire, ça reste les marins qui naviguent le mieux qui sont devant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis,
Et puis voilà, aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que ça reste une série prototype. Alors certes, avec beaucoup de restrictions, mais du coup, tout le monde se bat pour essayer de trouver la recette miracle pour avoir le bateau, on va dire, avec les performances les plus homogènes. Et je crois que c'est ça qui fait aussi un des gros intérêts de cette classe. Achille, effectivement, tu disais Vincent à l'arrivée, on retrouve un peu tous les bateaux devant. Et effectivement, sur le podium de cette CIC Normandie Channel Race, on trouve un plan Guelphy sur la première marche du podium, un plan Raison sur la deuxième, et je crois que c'est sur la troisième marche du podium, c'est un Mac 45. Achille, quel est un peu ton regard, toi, sur le bateau d'Ambrogio, hein, qui a l'air d'impressionner. Il fait deuxième de la route du Rhum à 2 mois à peine après sa mise à l'eau l'année dernière. Il gagne la CIC Normandie Channel Race cette fois-ci. Quel est un peu ton regard sur ce bateau? Est-ce que c'est le bateau? Est-ce que c'est le marin? J'imagine que tu connais un petit peu Ambrogio qui navigue du côté de l'Orient. Oh bah c'est toujours de toute façon un couple marin-bateau qui fait la différence au final, comme l'a dit Vincent. Il y a pas mal de nouveaux bateaux en classe 40 qui ont leurs forces et leurs faiblesses, mais au final sur l'ensemble d'une course souvent ça se lisse quoi. Et puis c'est les marins ou les duos quand c'est en double qui font la différence. Donc effectivement, le bateau d'Ambrogio a l'air quand même très polyvalent, hein. Il a pas de gros points faibles, j'ai l'impression. Après, j'ai pas beaucoup navigué contre lui, à part ce premier bord vers Saint-Marcouf, mais voilà, en tout cas de l'extérieur, c'est vrai qu'il a l'air très polyvalent. Et puis surtout, je pense qu'Ambrogio est un très très grand marin. Moi, je l'avais embarqué en Figaro là en 2021 et 2022 sur les courses en double, et c'est vrai qu'il m'avait impressionné par l'investissement qu'il met dans tout quoi. Donc et puis il est très complet quoi. Il a lui aussi pas beaucoup de points faibles, donc je pense que c'est un tout. Mais effectivement, son bateau a l'air très très bien né, et en plus il le mène très bien. Donc voilà. Toi aussi, comme Vincent, tu es passé d'un pogo à un lift, hein. L'année dernière, tu as navigué avec Xavier justement sur Rousnef. Cette année, tu as racheté le lift V2 de Johan Richoum, vainqueur de la Route du Rhum. Est-ce que toi aussi, tu notes des différences de comportement du bateau selon les allures, et pourquoi avoir fait ce choix de ce bateau? Bah oui, c'est sûr que les bateaux, notamment entre le pogo et le lift, sont assez différents en termes de forme de carène. Donc voilà, clairement, le lift a un bel avantage au reaching et au pré, qui lui donne une très belle arme, je pense, pour plein de courses. Le pogo, voilà, lui aura un bel avantage au portant. Donc tout dépend un peu de la situation météo et tout ça. Et le gros jeu de la classe 40, finalement, dans ces nouveaux SCO, c'est de réussir à trouver des solutions pour limiter la casse dans les points faibles des bateaux. Donc pour le lift, on le sait depuis longtemps que c'est le portant dans de la mer un peu forte, un peu courte, parce que voilà, il a tendance un peu à enfourner, et avec une grande surface à l'avant, ça fait des beaux arrêts buffets. Donc voilà, il y a eu des trucs faits, notamment recouper l'étrave là sur le bateau d'Aurélien et de Michael Mergui. Voilà, nous on va travailler sur les voiles parce que je pense qu'il y a aussi pas mal à gagner là-dessus. Et voilà, sur les pogos, eux, ils ont essayé de limiter leurs points faibles en changeant leur quille. Donc voilà, je trouve ça super intéressant que tout le monde se pose des questions pour rendre les bateaux le plus polyvalent possible. Par contre, faut pas que ce soit au détriment des armes de chaque bateau. Voilà, on réfléchit sur les voiles, mais on se dit par contre, si ça nous fait perdre un peu de nos performances au pré au reaching, est-ce que ça vaut le coup? Parce que clairement, ce bateau, il peut gagner des courses grâce à ça. On l'a vu avec notamment Johan sur la route du Rhum, hein. Donc voilà, c'est trouver le bon compromis pour avoir le bateau le plus polyvalent possible, mais avoir quand même des armes à certaines allures, je pense que c'est très important parce que ça peut faire la différence, quoi. Tanguy, quel était pour vous un peu le cahier des charges quand vous vous êtes lancé sur ce Pogo S4? On rappelle que c'est un plan Guillaume Verdier. Sur quoi vous vouliez miser en priorité? Quand on a étudié le S4, on avait quand même bien analysé les routes du Rhum, et c'était un bateau qui a été imaginé et dessiné pour gagner la route du Rhum. Mais il s'avère qu'effectivement il y a eu quand même beaucoup de prêts, donc c'était quand même pas mal sur l'édition de l'année dernière d'avoir un bateau véloce au prêt. Mais voilà, il y a la Jacques Vabre aussi qui arrive, qui normalement souvent il y a quand même moins de prêts, vu qu'elle elle passe par le Cap-Vert. Donc on verra cette année, mais voilà, faut aussi, comme disait Achille, réussir à gommer les petits points faibles. Et voilà, on a travaillé dessus cet hiver. Pour l'instant, il y a eu que une Normandie pour observer ça, donc il reste encore quelques courses.
il faut aussi que les marins prennent en main les modifications faites sur les bateaux. Donc, on verra ça un peu à la fin de la saison, quoi. Achille, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Tu sors de quelques années en Figaro, 4 ans ou 5 ans si je me trompe pas. Tu fais troisième de la dernière solitaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer en classe 40? Est-ce que tu avais fait le tour de la question en Figaro ou est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Ouais, c'est un ensemble de choses, mais effectivement, un cycle de 4 ans en Figaro, ça me semblait être la bonne période pour pas non plus se lasser et avoir fait un peu le tour de la question. J'avais eu la chance de naviguer pas mal en classe 40 depuis 2 ans, parce que j'ai fait les 2 dernières Transat Jacques Vabre et les 2 dernières Normandie Channel Race aussi. Donc avec Luc Berry, et Quito de Pavan et avec Xavier l'année dernière. Et donc j'avais beaucoup aimé cette classe, ces nouveaux bateaux, cette ambiance et aussi ces nouvelles courses. Voilà, en Figaro, on fait quand même souvent un peu les mêmes courses qui se passent en Vendée, en Bretagne, en Manche, mais on a du mal à aller un peu plus loin, sauf avec la Transat en double, mais qui a lieu que tous les 2 ans. Alors qu'en classe 40, les bateaux sont plus rapides et permettent d'aller voir un peu de nouvelles contrées, on va dire. Et notamment, voilà, les Açores, les Sables des Açores cette année, qui va être une super course, je pense. Les Açores, n'y suis jamais allé. C'est un endroit un peu mythique de la course au large aussi. Donc là, je suis très content. L'année prochaine, avec un super programme un peu plus en Amérique du Nord. Enfin voilà, en tout cas, c'est des magnifiques courses un peu plus variées. Super bateau, un super plateau. Hein. On est voilà peut-être 50 à la Transat Jacques Vabre, un mélange de professionnels, d'amateurs, une super ambiance, je trouve. Donc ouais, ça regroupait un peu tous les facteurs donc que je cherchais pour la suite de mon projet, des budgets qui sont encore maîtrisés, voilà. Donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai monté ce projet-là. Je me suis positionné tôt pour acheter le bateau de Johan, et voilà, je regrette en rien mon choix et le début de projet s'est super bien passé avec une victoire sur la main race et voilà, premier petit nuage avec cet abandon à la Normandie, mais voilà, en tout cas, on n'a pas perdu notre motivation avec Gilda et on a très hâte de retourner naviguer. On a l'impression un peu ces dernières années que les skippers qui viennent sur la classe Figaro, comme toi, ils restent moins longtemps qu'avant. Avant, on avait des Jérémy Bayou, Yann Eliès qui ont dû faire 15, 16, 17, 18 saisons en Figaro. Toi, c'était 4 saisons. C'est un circuit qui use. Pourquoi tu as estimé avoir fait à un moment le tour de la question? Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. Effectivement, le nouveau bateau, là, le Figaro 3, est réputé beaucoup plus physique que le Figaro 2. Donc effectivement, le bateau est dur, hein, vraiment, et il est dur. Donc c'est sûr que faire de nombreuses années dessus, ça demande quand même pas mal d'investissement. Bon, je suis pas sûr que les classes 40 soient beaucoup plus faciles, mais en tout cas, c'est très différent que les Figaro. Voilà, les Figaro, t'es quand même très peu protégé. Il y a très peu de place à l'intérieur, donc voilà, c'est quand même usant. Je pense qu'aussi que les courses sur le circuit ont un peu changé. Hein. Je crois que dans mes souvenirs, il y avait des transats en solo. Il y avait peut-être un peu plus de transats avant en Figaro 2 que maintenant. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses. Et ouais, j'ai l'impression que le Figaro devient un petit peu un circuit de formation pour plein de jeunes. Et ça, je trouve ça super. Et peut-être qu'il sera un circuit plus transitoire, mais ce qui est sûr, c'est que les champions de demain, ils vont sûrement passer par ce circuit-là. Et le niveau sur une solitaire est toujours extrêmement élevé du fait de la monotypie notamment. Donc voilà, moi je trouve que c'est un circuit vraiment génial. Moi, c'est le circuit qui m'a fait rêver quand j'étais petit. La solitaire, c'est la course que je suivais quand j'étais petit. Et c'est toujours le cas, mais peut-être que ouais, les gens vont y rester moins longtemps. Mais je pense pas que c'est un mal en tout cas. Je pense qu'il y a de la place pour tous les circuits en ce moment en course au large et voilà. Donc ouais, t'as raison. Vincent, toi qui connais bien cette classe Figaro, tu as aussi fait tes armes. Quel est un peu ton regard, toi, sur l'évolution de la classe Figaro? Bah, la classe Figaro, elle reste, à sa place entre guillemets. C'est un super tremplin, pour démarrer et surtout pour, s'approprier le haut niveau parce que c'est une classe qui est hyper exigeante et je pense que quelqu'un qui veut faire carrière dans la voile, a tout intérêt à passer par la classe Figaro. Maintenant, avec une classe 40, qui au début était quand même une classe d'amateurs avec un intérêt sportif assez limité, on comprenait que les gars qui avaient pas accès aux gros bateaux restaient, naviguer en Figaro. Maintenant et à côté d'eux, ils ont une classe 40 qui leur ouvre, entre guillemets «la participation au transat», la participation à des courses,
voilà, un peu plus long cours. Donc du coup, forcément, au bout de quelques années en Figaro, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin, hein, parce que la voile, c'est la régate, c'est la compétition, mais c'est aussi les voyages, les transats et après, in fine, les tours du monde. Donc, c'est ce qui se passe, c'est assez logique, hein. La classe 40 s'est développée, donc du coup, c'est devenu un petit peu une classe intermédiaire. Et c'est ça qui fait son intérêt aujourd'hui, parce que ça a permis de monter le niveau sportif, du coup de monter le niveau technologique. C'est aussi l'accès aux prototypes, hein, parce que le Figaro Beneteau, c'est une super classe, mais c'est une classe monotype. C'est une classe où on va vraiment apprendre à régater à armes égales, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir le large. Mais on sait que dans une carrière de coureur au large, l'objectif de chacun est de finir sur des prototypes, donc c'est aussi une manière de découvrir le prototype, de se faire une culture du prototype, et c'est tous ces éléments qui font que aujourd'hui la classe 40 est devenue une classe importante dans le monde de la course au large en France, et c'est une classe qui au-delà du monde de la course au large en France, c'est une classe, on va dire mondiale. Aujourd'hui, c'est vrai que les meilleurs bateaux et le haut du panier se trouvent en France, mais la chance qu'on a avec cette classe, c'est qu'il y a des bateaux partout dans le monde, et on n'est pas à l'abri de voir, voilà, des gens qu'on connaît pas, des étrangers émerger au sein de cette classe, et c'est ça qui est aussi vraiment intéressant, parce que ça amène beaucoup d'ouverture à notre course au large franco-française. Oui, effectivement, on rappelle que c'est un Italien qui vient de gagner la Normandie Channel Race. Il y avait aussi Alberto Bona, Italien, qui n'était pas loin du podium. Tout à l'heure, Tanguy parlait des Allemands, c'est Lennart Burk et Melvin Fink qui ont pris la 8e place de cette CIC Normandie Channel Race. Tanguy, toi, tu es issu de la classe mini, tu as fait pas mal de saisons en mini. Est-ce que tu as été tenté par la classe Figaro? Est-ce que tu es tenté par la classe Figaro? J'y ai réfléchi un moment. C'était quand j'avais fait des saisons en mini de série. J'ai hésité entre aller faire du Figaro ou me lancer dans la construction d'un prototype à foil en mini 650. Voilà, j'étais parti sur la construction d'un foiler, mais c'est aussi parce que voilà, je travaille au chantier. C'était un défi pour notre chantier de construire ce bateau. Donc je m'étais lancé dans cette voie-là. Après, j'avais fait en Figaro la Transat AG2R avec Tom Dolan à la suite d'une mini. Donc j'avais quand même bien apprécié. C'était un format intéressant, une Transat en double. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas fait la solitaire, mais pourquoi pas un jour, hein, on sait jamais. Bon, en attendant, tu vas disputer, je crois que c'est ta première course officielle sur le circuit classe 40. Tu vas donc courir la première étape des Sables Horta aux côtés de Xavier Macaire sur Groupe SNEF. Quelles sont un peu tes attentes sur cette course? Déjà merci à Xavier de m'avoir invité parce que voilà, j'ai moins le temps de naviguer maintenant, mais c'est quand même important de garder un pied dans la course, et c'est quand même un format que j'apprécie beaucoup, hein. Là on part quand même sur du large, c'est un parcours que je connais, que j'ai fait en mini, et qui est quand même hyper sympa, très complet, et voilà, on part pour une semaine de mer, donc il va se passer plein de choses. Et ouais, pour la classe 40 qui est quand même hyper intéressante, et ça se bataille quand même très fort, et j'espère que j'en ferai d'autres. C'est beau de ma première en classe 40, j'espère en faire d'autres par la suite. Tu y vas avec un regard de technicien pour regarder si tout se passe bien sur le bateau que tu as construit, ou ou de navigateur. C'est quoi? C'est une double casquette un peu pour toi sur cette course? Bah oui, c'est une double casquette, mais parce que pour faire évoluer les bateaux et construire d'autres bateaux futurs, faut quand même continuer à naviguer pour savoir ce qui se passe, et voir comment les bateaux se comportent. Mais j'y vais quand même ouais, avec casquette navigateur. On a envie de bien faire, on y va quand même pour la victoire aussi. Donc c'est la double casquette, mais quand même au taquet pour la course, quoi. Ouais, sur un parcours que tu connais bien. Tu as été modeste tout à l'heure, tu disais que tu l'avais fait 2 fois en mini. Tu l'as surtout gagné 2 fois en mini, hein, une fois en série, une fois en proto. Quel souvenir tu gardes un peu de ces 2 victoires? Est-ce que tu as eu le même genre de conditions à chaque fois? Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Bah ouais, j'ai un super souvenir de ces courses parce que en classe mini, c'est un super parcours parce que c'est quand même une course bien hauturière et où il n'y a pas toute la logistique d'une mini transat ou d'une route du Rhum ou voilà où il y a des retours des retours de bateau plus compliqués. Donc là, c'est quand même une course qui est bien au large et qui est quand même beaucoup plus simple à s'organiser parce que voilà on fait un aller-retour et pour ça c'est hyper sympa. Et puis voilà l'escale aux Açores, l'arrivée sur les îles des Açores, c'est quand même magnifique. Et voilà, avec l'ambiance aux Açores qui est très sympathique. Ouais, je suis content de retourner faire ce parcours des Sables d'Olonne aux Açores qui m'a plutôt réussi en mini. Donc j'y crois pour la classe 40. Et tu te souviens un peu du type de conditions que tu avais eu les deux fois? C'était du près, du portant, du près des deux côtés, ou est-ce que tu as eu des conditions variées? Est-ce que tu te souviens un peu? Bah souvent c'est un bon retour au portant, mais voilà à l'aller on avait eu pas mal de reaching. Il y a quand même souvent le Cap Finistère qui peut être assez costaud, mais bon là j'ai regardé un peu, c'est quand même loin, mais les conditions pour l'instant au Cap Finistère ça va, mais on est quand même bien trop loin pour le voir, mais il y a quand même cet endroit-là de la course qui peut être très technique, quoi. Vincent, toi, ça sera ta première Les Sables Horta. Tu l'as disputé ni en mini ni en classe 40. Par contre, je crois que tu as quand même pas mal de souvenirs du côté des Açores. Ouais, c'est vrai que je connais assez bien les Açores, hein, à chaque fois pour y avoir fait des escales techniques. Non, je crois que enfin, déjà, c'est une course intéressante parce que c'est quasiment une demi-transat avec une problématique intéressante pour y aller, pour y en revenir. Après, il y aura, comme à chaque fois, la difficulté des îles, hein, parce que pour aller à Horta, il y a un petit peu de monde sur la route, donc il va falloir trouver son chemin là-dedans. Enfin voilà, c'est un joli parcours. Et puis, ce qui me plaît, c'est un aller-retour comme ça, en passant quelques jours là-bas. Je crois que, pareil, on remet aussi un peu cette notion de voyage dans la course, hein, parce que même si on est des férus de compétition, même si on adore se tirer la bourre, de temps en temps, de s'arrêter, de regarder un petit peu autour de nous, c'est sympa. Et là, le fait de s'arrêter aux Açores quelques jours, ça va nous faire du bien. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette épreuve-là. Et c'est quoi tes souvenirs des Açores? Bon, mes souvenirs des Açores, c'est des îles magnifiques, c'est des gens adorables et voilà, je pense des îles qui sont par chance encore pas trop fréquentées avec voilà un environnement, une faune, une flore magnifique et puis des gens qui ont la culture de l'accueil, qui adorent les marins, qui adorent voir les marins arriver en escale, donc tout ce qu'il faut pour passer un super moment et pour faire une très belle pause au milieu de cette course. Achille, toi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça sera ta première aux Açores. J'imagine que quand tu entends Vincent et Tanguy en parler, ça donne envie. Quelles sont, toi, tes attentes sur cet aller-retour entre les Sables d'Olonne et les Açores? Bah ouais, ça va être la première course vraiment au large de la saison et pour moi en classe 40, hein, donc c'est sûr que c'est un super entraînement pour le gros objectif de fin de saison qu'est la Transat Jacques Vabre. Ça sera sûrement pas tout à fait les mêmes configurations météo, mais quand même on va devoir gérer voilà des phénomènes plus océaniques, hein, avec ce fameux anticyclone des Açores qui va sûrement falloir gérer à un moment ou un autre. Donc ouais, non, je pense que c'est surtout en fonctionnement à bord avec Gilda. Voilà, on va pouvoir sûrement trouver notre rythme de quart, notre fonctionnement pour la stratégie. Enfin voilà, ce qu'on n'a pas pu trop faire encore en course. Donc ça, c'est super important. Et puis voilà, très content d'aller visiter ces îles qui voilà j'ai des super échos de tout le monde donc ouais voilà comme dit Vincent, pour moi c'est aussi important de remettre cet aspect voyage dans le projet et la classe 40 pour ça est super bien adaptée parce qu'on arrive à aller dans des endroits un peu nouveaux, en tout cas pour les figaristes comme moi qui ont débuté la course au large depuis pas si longtemps. Donc voilà, une super course d'entraînement, mais voilà, avec l'envie de bien faire et de rebondir après cet épisode sur la Normandie. Je pense qu'avec Gilda, on en a les moyens. Donc en tout cas, on va donner notre maximum comme à chaque fois.
Tu as donc fait appel à Gilles Damaet, lui aussi issu de la classe Figaro, entre autres, pour t'épauler cette saison et pour disputer les Sables Horta et bien évidemment la Transat Jacques Vabre en fin d'année. Pourquoi le choix de Gilda? Tu as eu d'autres options ou tu t'es vite décidé sur le choix de Gilda? Bah, Gilda, je lui en ai parlé en juillet dernier, donc bien avant que mon projet commence et voilà. Donc c'est pas si facile hein, de trouver des bons co-skippers en classe 40 vu le nombre de projets qui existent maintenant en IMOCA, en Ultime, en Ocean 50. Voilà, c'est pas simple. Et Gilda, c'est vrai que je l'avais côtoyé pendant mes années Figaro. Il s'entraînait avec moi à Lorient et c'était un des figaristes qui m'inspirait le plus. Voilà, toujours bien placé, toujours propre dans sa navigation, toujours rapide et puis surtout très sympa. Donc voilà, l'aspect humain était important pour moi. Donc quand j'ai appris l'été dernier que il allait peut-être se remettre à naviguer après une parenthèse dans une équipe d'IMOCA, ben voilà, j'ai pas hésité à lui proposer d'embarquer avec moi cette saison et il a accepté assez rapidement. Donc voilà, je suis extrêmement content. C'est vraiment l'équipier parfait, Gilda. Il sait tout faire sur un bateau, que ce soit de la stratégie, des réglages et puis de la bricole. Voilà, c'est vraiment l'homme. C'est un puits de science. Donc voilà, pour moi, qui prend en main un nouveau bateau, qui est un prototype, hein, qui change pas mal quand même du Figaro, avec plein de nouveaux aspects à gérer, ben c'est super rassurant de l'avoir à mes côtés. Donc voilà, en tout cas notre collaboration se passe très bien, on prend beaucoup de plaisir je pense sur l'eau, lui il prend beaucoup de plaisir à découvrir cette classe 40 qu'il n'avait pas vraiment pratiqué jusque-là. Donc voilà, franchement je suis très content de l'avoir à mes côtés. Vincent, toi, tu accompagnes donc Aurélien Ducrot, hein, dont on connaît le parcours, un ancien freerider qui est devenu navigateur, même s'il continue à écumer les montagnes régulièrement. Vous vous connaissiez avec Aurélien? Comment s'est fait le lien entre vous deux? Bon, on se côtoie depuis quelques années, voilà, on s'est, depuis qu'il a commencé à faire du mini, à vrai dire, à Lorient. Après, il est venu faire le Tour de France à la voile et voilà, moi, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la montagne, au-delà d'aimer la mer et puis, voilà, l'année dernière, on a eu l'occasion de naviguer ensemble et c'est lui, à la fin de l'année dernière, qui est venu me voir en me demandant si ça m'aurait tenté de faire une saison de classe 40. Il se trouve que j'y pensais sérieusement parce que je suis en train de me lancer dans la classe, donc du coup, c'était une belle opportunité pour moi et puis voilà, donc on a commencé à naviguer, là, il y a quelques semaines, un petit peu avant, la Normandie Channel Race et je dois avouer qu'on s'éclate bien sur l'eau. On on passe de bons moments et puis je sens vraiment que, voilà, que cette classe, me plaît parce que les bateaux sont, certes des prototypes, mais pas trop compliqués. Au final, on passe quand même la majorité de notre temps à naviguer, ce qui est quand même assez intéressant et puis il y a une certaine simplicité, un certain j'ai envie de dire, même dans le fonctionnement des bateaux, hein, le fait d'être sur des petits bateaux qui me plaisent quoi, voilà, ça me c'est le retour en arrière des petites équipes et de naviguer sur des bateaux où on fait un peu tout, je trouve ça plutôt sympa au final. C'est quelque chose, enfin, dans lequel, je m'épanouis bien et dans lequel je m'éclate bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton co-skipper d'Aurélien? Comment il est sur l'eau, comment il est à terre, comment ça se passe tous les deux? Est-ce que vous trouvez bien ensemble vos automatismes? Bah, Aurélien, il est déjà, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la vie, hein, puisqu'il a nous, on fait des saisons de voile, lui, il fait des saisons de voile et des saisons de ski, donc nous, on est à fond pendant quelques mois de l'année. Lui, il est à fond 12 mois sur 12, donc déjà ça, j'admire beaucoup parce que c'est quand même pas simple et puis c'est quelqu'un, bah, voilà, qui a beaucoup d'énergie, qui est venu faire de la voile, mais pas juste pour regarder parce que son investissement, il est quand même, dans le temps, il est quand même important, hein. Il passe vraiment du temps, il se donne vraiment les moyens de progresser, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, bah, après sur l'aspect navigation, bah, on essaye d'être complémentaires, voilà, moi j'essaye de lui apporter des choses, lui il a quand même 2 années d'expérience avec son bateau, donc il a aussi, des choses à m'apporter sur le fonctionnement de son bateau, donc voilà, je trouve que c'est un bel échange, voilà, on essaye de partager un maximum de choses et de faire en sorte que, bah, voilà, que le bateau marche le mieux possible et que chacun s'enrichisse, le plus possible de ses expériences.
Tanguy, toi, tu feras donc équipe avec Xavier Macaire sur la première étape, hein. C'est Morgan Lagravière qui sera à bord sur la deuxième étape, l'étape retour vers les sables. Comment Xavier est venu vers toi? C'est lui qui tu le connais, ou j'imagine que tu le connaissais parce que vous avez construit son bateau, mais vous aviez déjà eu des expériences communes. Non, on se connaissait pas avant qu'ils viennent nous voir pour construire un classe 40, mais ça fait quand même un moment maintenant, du, le moment où il a pris sa décision. Lui, Xavier a plutôt fait le pari sur, il y a deux types là pour la saison double un peu. Il y a les skippers qui ont cherché un co-skipper pour toute la saison, et il y a Xavier, comme par exemple, qui est plutôt sur plusieurs co-skippers. Donc voilà, il navigue avec Pierre Le Boucher, Morgan Lagravière et moi. Et du coup, voilà, il voulait vraiment multiplier les expériences cette année pour en apprendre un peu de chacun, voilà, et varier. Ça faudra lui demander pourquoi exactement. Mais en tout cas, quand il m'a proposé de faire les Açores avec lui, j'ai pas hésité une seule seconde. Est-ce que pour toi, c'est la classe 40, c'est une classe aussi dans laquelle tu voudrais t'installer? Est-ce que toi, on rappelle, hein, tu as un métier, comme tu le disais tout à l'heure, avec le chantier structure qui t'occupe bien, mais est-ce que tu te verrais comme Vincent et comme Achille, t'installer un peu plus durablement dans cette classe? Est-ce que tu aurais le temps? Est-ce que ça fait partie de tes aspirations? J'y ai pensé dernièrement, pas tout de suite en tout cas, parce que je me rends compte, voilà, avec tous les projets qui sont autour de moi là, que c'est quand même devenu des projets qui prennent du temps. Voilà, c'est la classe 40, c'était quand même amateur à la base, mais là avec tout ce gros niveau de professionnels qui s'installent en classe 40, c'est quand même des projets où si tu veux aller faire de la perf, voilà, c'est quand même des projets à temps plein avec quand même des préparateurs. Voilà, c'est le faire comme un mini où tu peux travailler à côté et quand même aller espérer faire du résultat. Ça devient hyper compliqué. Donc pas pour l'instant, mais c'est quand même une classe qui m'attire énormément parce que voilà, c'est comme Vincent le disait, c'est une taille de bateau hyper sympa où voilà, c'est pas encore trop compliqué et les vitesses, moi je suis quand même impressionné à chaque fois que je navigue sur les nouveaux classes 40 des vitesses qu'on atteint pour des bateaux de 12 mètres là, c'est quand même la nouvelle génération là, il y a eu un cap de passer, ça va vite quoi. Donc c'est quand même hyper plaisant quoi. Bon, donc dispo éventuellement pour des piges comme sur les Sables Horta, là, c'est Normandie Channel Race, c'est ça? Ouais, voilà, pour l'instant, si je suis invité à faire du double sur le bateau des autres, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer comme projet. Et pas de Transat Jacques Vabre au programme pour toi cette saison? Non, non, on m'avait proposé, mais voilà, c'est plutôt les projets perso de cette année voilà, je suis tout jeune papa, là, c'était pas forcément l'année la plus simple pour partir en transat. Mais une prochaine fois, avec grand plaisir. Vincent, toi, tu le disais, ton projet, c'est de t'installer durablement dans cette classe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'état de ton projet, où tu en es? Tu cherches des partenaires? Je crois que tu as un bateau chez Tanguy en construction, là, si je me trompe pas. Ouais, bah, j'ai un bateau en construction au chantier Pogo Structure à Combrit, hein, donc fabrication locale, bateau qui devrait être mis à l'eau début d'année prochaine. Voilà, je suis en train de finaliser avec un partenaire là pour 3 saisons, donc 2023, non 2024, 2025, 2026, donc jusqu'à la prochaine route du Rhum. Et je suis ravi, voilà, c'est un nouveau projet hyper intéressant avec bah, une dimension technologique comme à chaque fois, mais une dimension sportive qui me plaît bien, qui va être un peu différente, hein. Je vous annoncerai ça dans les semaines à venir, mais un projet un peu différent de ce que j'ai fait par le passé. Et puis avec ben, des belles balades comme on le racontait tout à l'heure sur les Sables Horta. L'année prochaine, je suis super enthousiaste de retourner faire une saison vers les US, d'aller faire The Transat, de retourner faire Québec-Saint-Malo, enfin des courses que j'ai fait par le passé et que j'ai beaucoup aimé, que malheureusement j'ai pas pu, voilà, soit qui n'ont pas eu lieu ces derniers temps ou auxquels j'ai pas pu participer. Donc
voilà, je suis très enthousiaste de repartir sur ce circuit avec l'envie toujours de naviguer, de m'éclater sur l'eau et de passer du bon temps avec les copains à se balader un petit peu partout sur l'Atlantique. Bon, en attendant, il y a une transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre en fin de saison. Achille, tu as disputé déjà 2 fois en classe 40 cette transat en double, 7e en 2019. Je crois que tu étais, attends que je retrouve mes notes, tu vas me le dire, avec Quito, c'est ça, et 5e en 2021 avec Luc Berry. Du coup, si on suit la progression logique, ça va être un podium cette année? Oh bah je signe hein, pour un podium cette année sans problème vu le plateau qu'il va y avoir etc. Donc ouais en tout cas c'est mes 2 dernières transats et c'était mes 2 premières transats tout court pour moi. Bah ça a été génial hein, vraiment franchement. 2 transats assez différentes. Hein. La première avec Quito sur un très vieux bateau parce que il avait dématé juste avant le départ en 2019 et on avait pris un bateau de substitution au dernier moment, donc ça avait été un peu épique comme projet, mais au final on s'en était bien sorti. Ça arrivait au Brésil à l'époque et voilà, j'avais beaucoup appris aux côtés de Quito. En 2021 avec Luc, c'était toujours pas sur un SCO, hein, c'était sur Mac 3 recoupé et les conditions ont fait qu'on a pu quand même se battre aux avant-postes et c'était vraiment super plaisant. On était arrivé, je crois, les 5-6 premiers en 2-3 heures. Donc voilà, encore des courses super serrées jusqu'au bout. Donc voilà, là, je suis ravi cette année d'y participer avec mon propre projet. Voilà, on a un super bateau avec Gilda. Je suis vraiment en confiance. Donc voilà, c'est vrai qu'on y va pour un bon résultat, un podium en tout cas, on signe tout de suite. Donc voilà. Et quand tu regardes justement le plateau qui va être assez dingue, hein, je crois qu'il y aura 50 classe 40 sur la ligne de départ au Havre, tu te dis qu'il y a moyen de jouer le podium, que vous avez les arguments pour? Bah, on a encore un peu de boulot pour découvrir ce bateau dans toutes les conditions. Là, on voit qu'au reaching au pré, on a l'air vraiment très à l'aise par rapport à la concurrence et que ça, c'est une vraie arme. Donc voilà, tout va dépendre un peu de la configuration météo de la course, hein, comme à chaque fois. Mais je pense que ouais, on a quand même un bateau assez polyvalent, qu'on commence à trouver nos marques dessus. On a récupéré un bateau super bien préparé par l'équipe de Johan et Johan qui a fait des super choix. Donc voilà, on a une très bonne base qu'il faut continuer à appréhender. Mais voilà, je pense que oui, on peut jouer aux avant-postes et en tout cas, on va tout faire pour. Mais c'est vrai que la concurrence est incroyable et ça fait plaisir hein, de se battre contre tous ces grands marins qui sont pour la plupart des super copains. Donc voilà, c'est un peu le rêve. Vincent, toi, la Transat Jacques Vabre, tu connais, hein, alors tu me diras mieux que moi le nombre de participations. En tout cas, tu l'as gagné 2 fois, une fois avec Jean Le Cam, une fois avec Sébastien Coll en IMOCA. Est-ce que toi aussi, avec Aurélien, tu crois que vous avez les arguments pour aller jouer avec les meilleurs, aller jouer sur le podium pour cette édition? Bon, je pense qu'il y a une quinzaine de bateaux qui ont les arguments pour aller jouer le podium, donc ça va quand même pas être facile. Bah nous, ça dépend. Et si on arrive à trouver les manettes et à avoir la même aisance que peuvent avoir certains lifts sur la flotte, je pense que oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. On, on- je pense qu'on a la capacité d'aller jouer avec les meilleurs. Maintenant, c'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette course, c'est que il va y avoir 50 bateaux au départ et puis il va y avoir surtout un podium qui va être très très ouvert. Donc il va falloir savoir prendre des risques. Donc il va falloir, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit une course qui va se gagner facilement. Il va falloir être capable d'être à fond pendant 3 semaines, voilà, dans des conditions qui vont être très changeantes, avec des conditions qui vont à certains moments favoriser une partie de la flotte, à d'autres moments une autre partie de la flotte. Donc il va falloir, voilà, je pense il va falloir régater avec des convictions, quoi. Il va falloir être capable de faire des trajectoires assez tranchées selon les conditions météo qui vont nous être offertes. Bon, et tu sais combien tu en as couru des Jacques Vabre? Non, comme ça, de mémoire, non. Je sais pas te Bon. dire. Et Une qu'est-ce que dizaine. tu l'as donc gagné 2 fois. Est-ce que si tu devais en garder une, ça serait laquelle?
en garder une. Bah, forcément, c'est les victoires, soit la première en 93. En 93, ouais, ça remonte Ouais. à quand même très longtemps. Ouais. Ouais, j'avais 20 ans. J'avais pas encore de cheveux blancs. J'avais juste 20 ans et c'est vrai que j'étais dernier arrivé en Colombie, mais bon, ça reste pour moi un grand moment. Et puis ça n'avait pas été simple parce que j'avais eu des avaries. Il a fallu que je m'arrête aux Açores justement. Il avait fallu que je déploie beaucoup d'énergie. Et il y a des fois où c'est vrai que les victoires sont des bons moments, mais ben, ce qui permet de garder des bons souvenirs, c'est aussi l'énergie qu'on a passée et j'ai envie de dire l'engagement qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que bah, cette course-là, j'aurais jamais dû arriver, je pense. Maintenant, c'était pour moi un petit peu une chance de pouvoir y participer à une course comme celle-là à l'époque et à aucun moment je me suis laissé l'opportunité d'arrêter et d'abandonner et du coup, ben, l'arrivée de cette course-là, elle était vraiment très très sympa et très très belle. Ouais, on rappelle que cette première, elle s'est courue en solitaire, donc tu as participé à la toute première en solitaire. Je crois que tu en as fait 6, hein, Vincent, à ce jour, donc dont 2 victoires et une deuxième place. Ouais, j'ai peut-être Tant fait plus que 6 quand même, je pense. plus que 6, alors, Ouais. j'ai du mal compter. Bon, en tout cas, tu les as toutes faites en IMOCA ou tu en as fait aussi une en Ocean 50? J'ai fait de l'IMOCA et j'en ai fait une en Ocean 50, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tanguy, on va terminer avec toi. Toi, il y aura donc pas de Transat Jacques Vabre. Il y a par contre beaucoup d'occupations, j'imagine, au chantier Pogo Structure en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi l'actualité du chantier? Combien de bateaux sont en construction du côté du chantier en ce moment? Et ben du coup on a encore des 40 S4 à faire donc pour le côté course donc il y a le 9e qu'on va mettre à l'eau et qui disputera la Transat Jacques Vabre, donc il y en aura quand même je pense qu'ils vont tous la faire, donc je sais pas, après j'ai pas suivi parce que je pense qu'il y a plus de gens à vouloir participer que de places sur la Jacques Vabre en classe 40, mais ouais on aura 9 bateaux sur la course, donc ça sera hyper intéressant. Et ensuite, voilà, on a notre gamme croisière qui a toujours autant de succès. Donc voilà, on a nos bateaux de 30 pieds, 36 et 44 qui ont un beau carnet de commandes. Et nos vedettes, les Loxo. Donc je sais pas si vous connaissez, qui est un concept de vedettes qui consomment pas beaucoup, des vedettes construites comme nos bateaux de course. Donc voilà, on a le projet de la plus grosse vedette en cours. Donc c'est le prochain projet du chantier. Et il y a toujours des mini chez vous? Et ben non, on avait arrêté la construction des Pogo 3, on avait même lancé des études de Pogo 4 qu'on a un peu mis en stand-by. Là, je suis en discussion avec la classe mini parce que voilà, la classe mini se pose des questions et qui est un peu, elle a un peu trop de succès, donc ça devient il se pose des questions sur les constructions de bateaux parce que il y a eu beaucoup de bateaux de construits, mais il y a pas plus de place sur les courses, donc voilà, on voit bien sur la Mini Transat la nombreuse liste d'attente qu'il y a pour cette année. Donc il se pose des questions de modifier des règles. Donc voilà, pour l'instant on a un peu mis en stand-by le Pogo 4 au vu du marché parce que voilà, la classe mini se pose des questions. Donc on a un peu mis ça de côté, mais voilà, on avait commencé à dessiner un Pogo 4. On espère pouvoir le faire un jour quand même. Ouais, est-ce qu'un chantier comme le vôtre a vocation à aller sur d'autres territoires? Je pense notamment aux Ocean 50, aux IMOCA, sachant qu'il y a souvent la crise du logement, entre guillemets, au sein des chantiers pour la construction de ces bateaux. Non, c'est pas notre ambition parce que déjà c'est pas la même manière de construire. En plus, nos locaux le permettent pas. Hein. Un Océan 50, il passerait pas dans nos portes. Un IMOCA non plus. Et ouais, non, pour l'instant, on a assez de travail sur notre cœur de métier et on va continuer là-dessus. Ouais.
Eh bien, très bien. Ben, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. On vous souhaite des bons derniers entraînements en vue des Sables Horta qui s'élancent donc le mardi 27 juin, dans une semaine pile. Et on vous retrouvera bien évidemment tous sur la Transat Jacques Vabre, pas en tant que navigant, Tanguy, mais j'imagine que tu seras sur les pontons du Havre. Et quant à nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un 124e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois. Très bonne journée. Salut. Salut. Et Axel, j'aime pas faire ça, mais on va me le poser plein de fois cette année. Donc j'ai compté, ce sera ma 10e participation à la Transat Jacques Vabre cette année. Voilà. Eh ben, c'est bien. Il Un fallait le chiffre rond. préciser. Voilà. T'as bien raison de le souligner. 10 participations, ça se fait. Merci Vincent. À très bientôt. Bonne journée à tous les trois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!